Bonjour, oui ça marche. Bonjour Eric. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Alors on va en profiter pour prendre un petit cours d'économie avec vous en fait. Pendant très longtemps l'inflation elle avait disparu, c'était un vieux souvenir. Pourquoi est-ce qu'elle est revenue? Alors pourquoi elle est revenue? Pour plusieurs raisons, bien sûr. Donc effectivement, c'est important de rappeler que les 10 ans avant la Covid, on était en sens inverse. On essayait de faire revenir l'inflation. C'est curieux, hein. Les banques centrales ont un objectif d'avoir 2% d'inflation. Donc quand on est à 1, ils ne sont pas contents. Et quand on est à 3, ils ne sont pas contents, mais de la même manière. D'accord. Donc là, on a essayé de faire revenir l'inflation. On n'y arrivait pas. Et puis, donc, finalement, la Covid nous a un peu aidés de ce point de vue-là. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même rappeler, la Covid, c'est un choc d'offres et un choc de demande concomitant. C'est-à-dire un choc d'offres, on empêche les gens d'aller travailler, on empêche les chaînes d'approvisionnement d'être fluides, et un choc de demande parce qu'on empêche les gens d'aller consommer. Donc quand vous avez à la fois un choc de demande et un choc d'offres, c'est compliqué sur l'inflation. Pourquoi? Parce qu'un choc de demande, quand vous avez un choc de demande, les prix baissent. Oui. Quand vous avez un choc d'offres, les prix montent. Donc là, il ne se passe rien. Et donc, quand vous avez les deux, alors il se passe toujours quelque chose. Et en économie, c'est d'abord les effets du choc de demande qui l'emportent, et ensuite, c'est les effets de l'offre qui l'emportent. Donc, 2020, les prix ont baissé. On s'en est pas trop rendu compte, mais en fait, les prix ont baissé. Et ensuite, à partir de 2021, c'est le choc d'offre qui l'emporte, et donc les prix ont augmenté. Donc tout ça était sous contrôle, parce que vous voyez, quand vous avez une inflation, parce que les prix avaient baissé juste avant et ils remontent, bon, mais l'inflation, on l'appelle transitoire. Les banques centrales ne s'inquiétaient pas de cette inflation-là. Ouais. Alors qu'est-ce qui s'est produit? Parce que l'inflation, maintenant, ça devient un problème. C'est que d'abord, on n'a pas bien analysé le choc de demande suite à la Covid. C'est-à-dire que les entreprises qui, avant la Covid, disaient, bon, voilà, l'idée c'est d'avoir zéro stock, se sont dit maintenant zéro stock c'est trop risqué avec ces chocs sur l'approvisionnement, et donc ont essayé de reconstituer massivement les stocks. Donc la demande est repartie très très fort, beaucoup plus fortement qu'on l'anticipait, et donc un choc de demande très fort, donc là les prix ont augmenté plus rapidement. Et ça n'a pas suffi. Un autre malheur, c'est qu'en plus début 2022, la Chine reconfine, et avec leur stratégie zéro Covid, l'offre chute. Et donc là, vous avez une demande qui repart, une offre qui chute. L'inflation était beaucoup plus forte. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Quelques mois après, il y a la guerre en Ukraine, et là, ça devient un choc énergétique. C'est-à-dire qu'il faut rappeler, la Russie, c'est le pétrole et du gaz pour l'Europe, et l'Ukraine, c'est le blé, les céréales, etc. Et donc, un choc énergétique et un choc alimentaire. Donc, vous mettez tout ça là-dedans. Effectivement, les banques centrales qui pensaient juste un tout petit rebond de l'inflation, se voient dépasser. Alors aujourd'hui, on a l'impression qu'on est arrivé à un taux d'inflation insupportable. Est-ce qu'on est au pic ou est-ce que ça va continuer à monter? Alors ça, c'est la bonne question. Alors, on peut dire que le premier choc dont on a parlé, c'est-à-dire le choc d'approvisionnement, bon, on peut considérer que là, le pire est derrière nous. Même s'il faut être prudent et il faut attendre, il y a le congrès en Chine le 14 octobre, donc on peut penser qu'après ce rendez-vous-là, ils vont changer de stratégie. Ils parlent d'une stratégie de zéro flexible. Donc, du coup, il n'y aura plus trop de problèmes d'approvisionnement. Et on voit déjà des prix baisser. Vous voyez, les containers qui partaient de Chine, les 40 pieds, avant la crise, ça valait $2000. Pendant la crise, c'est monté à $22 000. Et aujourd'hui, c'est à 5000. Ça va mieux. Alors 5000, c'est plus élevé que 2000, mais ça va un peu mieux. On voit que dans les prix du transport, on commence petit à petit à revenir à normal. Donc cette partie inflationniste, elle est plutôt derrière nous. Le problème, c'est la partie énergétique. Alors, vous voyez, il faut vraiment se mettre dans l'esprit que c'est une énorme ponction de revenus de l'étranger. C'est-à-dire qu'on ne produit pas de pétrole, de gaz, on produisait un peu d'électricité, il faudra qu'on en parle, mais globalement, c'est un énorme choc énergétique qui coûte à peu près 3 points de PIB à la France. La question, c'est qui doit supporter ce coût? Et donc, il n'y a que 3 acteurs. Il y a soit les ménages, soit les entreprises, soit les finances publiques. Ce choc est tellement violent qu'il n'existe pas un acteur qui peut supporter l'intégralité de ce choc. Et donc, du coup, on va demander aux ménages de supporter une partie de ce choc, aux entreprises de supporter une partie de ce choc, et à l'État de compenser les perdants, une partie du perdant que l'on considère trop fragile, donc les ménages fragiles et les entreprises fragiles. Mais oui, c'est extrêmement important parce que c'est un équilibre qui est précaire. L'État, aujourd'hui, les finances publiques de l'État ne peuvent pas compenser les 3 points de PIB.
Les entreprises ne peuvent pas verser les salaires qui compenseraient les ménages. Et les ménages ne peuvent pas supporter. Donc on répartit l'effort ? Donc on essaye de répartir l'effort. Mais vous voyez, le problème, c'est que petit à petit, l'État le bouclier tarifaire est en train de se réduire. Et donc, pour répondre à votre interrogation, si les entreprises, dans le rapport de force avec leurs salariés, réenclenchent énormément de salaires, ça va faire un coût qui va devenir trop important pour elles, ouais. Et donc elles vont augmenter leur prix de vente, et là on est reparti dans une spirale inflationniste, et là le pic sera devant nous. L'idéal, bien entendu, serait que certains ménages acceptent de perdre, d'accord, et certaines entreprises limitent la casse et augmente uniquement pour les fragiles. Mais vous voyez, ça c'est facile à dire quand on est derrière une table et qu'on décrit. Le risque vraiment, c'est qu'avec cette spirale inflationniste qui s'emballe, les banques centrales n'aient pas d'autre choix que d'augmenter encore très vite les taux d'intérêt pour casser la croissance. Et donc ça ferait une crise sociale à venir. Donc vous voyez, l'avenir est en tout cas incertain. Et on ne peut pas dire avec certitude que le pire est devant nous, ouais. Mais vous voyez, il va falloir du coup que les finances publiques complètent pour les ménages fragiles et pour un certain nombre d'entreprises. Alors on s'interroge beaucoup sur l'inflation, mais finalement est-ce que c'est le bon indicateur qu'il faut suivre pour réfléchir ? Non, moi je ne crois plus à ça. Enfin, vous voyez, alors c'est pareil, avec la Covid, la croissance n'était pas le bon indicateur non plus, parce que vous voyez, dès que vous parlez de croissance ou d'inflation, c'est un taux de croissance dont on parle, c'est-à-dire qu'il y a un niveau, et c'est l'augmentation de ce niveau. Mais vous voyez, après la Covid, quand on a eu une chute d'activité de 8%, l'année suivante vous fassiez 7%, on peut dire 7, c'est génial, oui, c'est 7 après un moins 8, oui. Donc c'est pas terrible. Pour l'inflation, c'est pareil. C'est-à-dire que les prix, je pense qu'il faut revenir au niveau des prix plutôt qu'à sa progression. Et moi, mon sentiment, c'est que le niveau des prix va rester élevé et que petit à petit, l'inflation va disparaître parce que les prix vont arrêter d'augmenter très fortement, mais à un niveau élevé. Et donc, je pense que dire, comme le disent les banques centrales, le jour où l'inflation reviendra à 2,5%, on va lever toutes les aides. Là, c'est peut-être à ce moment-là où on pense qu'on sera sorti du problème que le problème va arriver. Parce que, vous voyez, si vous enlevez toutes les aides au moment où les prix restent élevés, les salaires qui n'auront pas suivi, d'accord, c'est à ce moment-là où le consommateur qui va voir son salaire nettement en dessous des prix et sans les aides, c'est là où la crise sociale pourrait arriver. Alors concrètement, si le problème c'est le niveau des prix, c'est donc le pouvoir d'achat. Pour les hôpitaux par exemple, ça veut dire qu'ils doivent faire quoi au quotidien? Réduire leur quantité? C'est pas possible. Non, alors les hôpitaux c'est encore un autre problème, il n'y a que des cas particuliers, mais effectivement on a vu que l'inflation était essentiellement énergétique, donc les hôpitaux utilisent énormément d'électricité, de gaz, donc du coup c'est très compliqué pour les hôpitaux de réduire la voilure de ce point de vue-là. Il faut rajouter à cela un problème de salaire et les problèmes de salaire comme dans tous les secteurs, mais peut-être accentué dans les hôpitaux parce qu'on sort de 2 années de Covid. Donc vous voyez, 2 années de Covid avec finalement un système hospitalier qui a été mis à contribution et du coup une grosse fatigue et des revendications salariales. Donc vous voyez, le gros problème, ça va être est-ce qu'on peut tenir dans les revendications salariales? Vous voyez, après, vous avez des difficultés de recrutement et du coup un service qui sera dégradé. Et donc il va bien falloir, justement, quand je parlais de ménages fragiles ou de secteurs en difficulté, sans doute chez les ménages, on peut essayer de faire le portrait type du ménage fragile, c'est un ménage modeste qui vit pas en centre-ville, plutôt dans un milieu rural et qui est âgé. Dans les secteurs, c'est des secteurs qui utilisent et qui ont une obligation d'utiliser beaucoup d'électricité et qui ont des grandes difficultés de recrutement et qui sont dans un secteur stratégique comme la santé. Et donc là, l'État va devoir aider, sinon il y aura aussi une crise dans l'hôpital. Oui, parce que donc ils ont des choix à faire. J'imagine qu'on ne peut pas leur demander de réduire leurs dépenses énergétiques. On nous demande à tous de faire des efforts. Les hôpitaux, c'est difficile. Non, alors oui, on peut considérer que, parce qu'on n'a pas parlé de ce problème-là, mais potentiellement, il pourrait y avoir du rationnement pendant l'hiver. C'est ça. Parce que, vous voyez, on peut se passer du pétrole russe, mais on ne peut pas se passer du gaz russe, en tout cas intégralement. Et on a un problème d'électricité. Alors ça, c'est un problème purement franco-français, avec effectivement des centrales, la moitié du parc étant à l'arrêt. Et donc, ça va être
potentiellement des rationnements, mais l'État va essayer de demander à certains secteurs de le faire et pas demander à d'autres. Et on peut espérer, enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai cru comprendre, que les hôpitaux ne seraient pas dans ces secteurs qui seront mis à contribution. Ouais. Et dans les arbitrages qu'un hôpital doit faire, donc on sait aujourd'hui qu'il faudrait augmenter les salaires, mais ça coûte trop cher. Est-ce qu'il faudrait juste donner des primes aux salariés ? Alors, il faut être modeste. Donc moi, mon scénario, c'est que les prix vont rester élevés. Et donc, tôt ou tard, il va bien falloir que les salaires s'ajustent sur les prix. Oui. D'accord. Mais je peux me tromper. Ce ne sera pas la première fois. Et donc, on peut aussi espérer, comme le pense le gouvernement, que les prix reviennent au niveau d'avant-crise. Et donc, bien sûr que si c'est ce scénario qui se réalise, alors il ne faut pas augmenter les salaires. Parce que vous voyez, les salaires, il y a une sorte d'effet de cliquet. Une fois que vous avez augmenté les salaires, on ne peut pas les redescendre. Vous ne pouvez pas les redescendre. Et donc, il ne faut pas. Et bien sûr, il faut jouer sur les primes pour essayer de limiter la perte de pouvoir d'achat. Et après, il y aura une contrepartie aussi de l'État. Donc, peut-être le plus prudent, c'est de commencer par les primes. Bien entendu, et d'essayer de faire du provisoire en espérant que demain, les prix se résorbent progressivement. Mais pourquoi je pense que les prix ne vont pas se résorber? Parce que globalement, et ça c'est une philosophie européenne qui est en train de changer, la Commission européenne est en train de changer de doctrine sur sa stratégie économique. Vous voyez, avant la crise Covid, la stratégie de la Commission européenne, c'était la stratégie low cost. Toutes les réformes que proposait la Commission, c'était des réformes qui allaient vers les prix les plus bas pour que le consommateur européen ait le pouvoir d'achat le plus élevé. Et donc, il fallait flexibiliser le marché du travail, il fallait favoriser les distributeurs aux producteurs, il fallait favoriser les énergies fossiles aux énergies renouvelables, il fallait délocaliser au maximum pour avoir les prix les plus bas. Et il fallait qu'il y ait une concurrence qui soit libre et non faussée. Tout ça pour avoir les prix les plus bas. Aujourd'hui, quand on discute avec eux ou quand on est auditionné par la Commission, on se rend compte que les revendications ont un peu changé en termes de réforme. Il faut tout relocaliser. Ils nous disent, alors ils disent pas comme ça, ils disent il faut retrouver une souveraineté médicale, industrielle, numérique. Bon, ça veut dire relocaliser un certain nombre de secteurs qui étaient délocalisés. Il faut favoriser les producteurs aux distributeurs. Il faut mieux soigner les travailleurs de seconde ligne. Il faut passer au renouvelable. Et vous voyez, tout cela, passer au renouvelable, mieux payer ses salariés, relocaliser, aller vers les énergies renouvelables, tout cela, ça va nous faire sortir des prix bas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut penser que demain, les prix seront plus élevés qu'hier. Ça, c'est une certitude. Et donc, si on est dans ce cas de figure-là, malheureusement, l'État ne va pas systématiquement aider les ménages et donc il va bien falloir qu'à un moment, les salaires reflètent le fait que les prix soient plus élevés. J'ai une question, on me dit il y a des efforts pour les entreprises, les ménages, l'État, mais finalement l'inflation, est-ce qu'elle profite à quelqu'un? À qui profite-t-elle? Bon, alors l'inflation, à qui elle profite? Il est évident que si vous êtes endetté, d'accord, notamment en France, vous êtes endetté à taux fixe. Et donc, si vous êtes endetté dans la décennie où les prix étaient bas, les taux d'intérêt étaient bas, ça, c'est tout bénef pour vous. C'est-à-dire que chaque mois, vous remboursez 0,8, 0,9, alors que l'inflation est passée à 6, et donc que vos revenus ont progressé, peut-être pas de 6, mais de 5. Donc vraiment, ça vous demande moins d'efforts. Donc dès que vous étiez endetté, en fait, et donc les États qui sont endettés, les ménages qui sont endettés, les entreprises qui sont endettées, globalement, l'inflation, ça les aide. En revanche, les épargnants, ceux qui ont mis leur argent dans des assurances vie, etc., avec des taux d'intérêt faibles, eux perdent de l'argent. Donc voilà, et on peut comprendre pourquoi les Allemands, qui sont des grands épargnants, eux ne peuvent pas se satisfaire de cette hausse de prix, et pourquoi les Français qui ont une dette publique élevée ou des dettes privées élevées se disent finalement l'inflation, il n'y a pas que des perdants dans cette histoire. Pour revenir sur la problématique des salariés, donc on disait c'est difficile d'augmenter les salaires de tous, il y a la solution des primes. Est-ce que recourir à de l'intérim, ça peut être une solution ou pas? Ça peut toujours être une solution, mais vous voyez, l'intérim, peut-être qu'ici, des personnes le savent beaucoup mieux que moi, mais vous voyez, dans un service, si vous avez 2 personnes qui font exactement la même tâche et qui n'ont pas les mêmes salaires, ça pose des problèmes. Et donc, l'intérim, normalement, c'est fait pour vous aider à passer un coup dur. On utilise des CDD courts ou de l'intérim. Mais vous voyez, quand ça devient plus du court terme, mais quelque chose d'assez structurel,
Bon, il me semble que dans les entreprises, en tout cas celles qu'on arrive à questionner, ils nous disent que le climat social devient difficile parce que finalement on se rend compte que celui qui est là depuis 10 ans, 15 ans et qui est assez fidèle est moins bien payé pour la même tâche que quelqu'un qui est un peu entre guillemets un mercenaire et qui passe. Et donc du coup, il faut quand même, et on se rend bien compte dans les hôpitaux, c'est extrêmement important d'avoir une équipe soudée et avoir une ambiance qui est au beau fixe. Et pour compenser les effets de l'inflation et peut-être apaiser le climat social, est-ce que la solution, ça n'est pas de surtaxer les fameux grands profits? Alors, sans doute, entre nous, je pense qu'on aura du mal, compte tenu de notre niveau de la dépense publique. Alors, il faut bien avoir en tête que la dépense publique, qui était élevée avant la crise Covid en France, on a été obligé de compenser, d'accord, parce qu'on a mis l'économie sous cloche, mais on a compensé les entreprises et les ménages. D'accord. Là, on est encore en train de compenser. Bon, il va falloir qu'à un moment, on arrive à, petit à petit, il n'y a pas d'urgence non plus, mais qu'on réfléchisse à réduire un peu la dépense publique, mais sans doute mettre à contribution un certain nombre de ménages ou d'entreprises qui ont bénéficié des aides pendant la crise Covid et continuent à en bénéficier aujourd'hui, alors qu'elles ne sont pas en difficulté. Vous voyez, l'idée du gouvernement pendant la crise Covid, ça a été on aide tout le monde rapidement. On ne fait pas de sélection, parce que faire de la sélection, ça prend du temps. Et donc, du coup, on a préféré aider tout le monde. De la même manière, ici, alors qu'on aurait pu faire des aides ciblées, on a fait des aides. Vous voyez, les aides à la pompe, c'est 30 centimes pour tout le monde, que vous soyez aisé, pas aisé, que vous soyez obligé de prendre votre voiture ou pas. Bon, il va bien falloir qu'à un moment, on se dise, tiens, ceux qui ont bénéficié de ces aides, alors qu'ils n'avaient pas besoin, ils peuvent contribuer, d'accord, à aider aujourd'hui les ménages fragiles. Alors, c'est là aussi très facile à dire ici, vous voyez, c'est plus difficile à mettre en œuvre, mais vous voyez, aujourd'hui, c'est vraiment l'inflation, c'est lié à l'énergie, et l'énergie, c'est lié à une guerre, d'accord ? Ouais. Et donc, on peut très bien se mettre en tête que c'est pas un coût qu'on est en train de vivre, mais c'est un effort que l'on demande pour montrer à un certain nombre de pays qu'il y a des lignes rouges à pas franchir. Et si cette ligne rouge, on ne peut pas mettre un soldat français ou européen en face d'un soldat russe, on peut au moins se dire, on va se débarrasser de la dépendance russe du gaz et du pétrole. C'est un coût économique, c'est l'énergie. J'ai les moyens, moi, d'y contribuer. Allons-y, faisons-le, mais comme un effort. Et c'est normal que certains participent plus à cet effort que d'autres. C'est encore un effort supplémentaire après tous ceux auxquels on a déjà consenti. Vous voyez une issue favorable à tout ça? On va s'en sortir vraiment? On va s'en sortir. Oui, on va s'en sortir. Vous voyez, mais bien entendu que le court terme est toujours difficile. Ouais. Et il ne faut pas, au nom d'un court terme difficile, renoncer au long terme, qui est un projet qui est quand même assez satisfaisant, vous voyez, l'inflation, parce que j'ai dit que les prix allaient être plus élevés dans l'avenir, parce qu'on fait la transition écologique, parce qu'on veut sortir de la dépendance russe des énergies fossiles, parce qu'on veut aussi se sortir de la dépendance chinoise en termes de consommation, donc peut-être que c'est un joli projet de société aussi, et donc ce projet de société nécessite des efforts, nécessite aussi des efforts des États, et donc les États peuvent très bien se dire, on fait un peu de dette publique supplémentaire aujourd'hui parce que ce qu'on va laisser à nos enfants, c'est un monde sans doute en meilleur état, et donc que les enfants participent via des taux d'intérêt un peu plus élevés. Ouais. C'est peut-être comme ça qu'on retrouve et qu'on recristallise un esprit et européen et entre générations. Merci beaucoup, Éric Heyer. Merci. Lamine, est-ce que tu souhaites intervenir et dire quelque chose? Non, je partage effectivement les 30 centimes de réduction à la pompe, ça touche tout le monde et c'est pas forcément logique. Là, je suis totalement d'accord. Sur l'inflation, c'est 6% pour nous. Les achats, c'est 50% de nos budgets, donc ça fait 3 points de tarif. Sachant que la rentabilité moyenne d'un établissement, quand il est rentable, c'est 2 à 3%, il est à 0. Et ceux qui sont en déficit, ils deviennent encore plus en déficit. Donc voilà, on a un peu de mal, si vous voulez, aujourd'hui, avec cette inflation, plus les revalorisations salariales qui sont obligatoires, parce qu'il y a des tensions. Nos salariés manquent de cap, de lisibilité et de goût de revenir travailler. Donc voilà, c'est un effort, mais on le subit et on porte une revendication à la fédération, c'est qu'on puisse indexer nos tarifs sur l'inflation.
parce que nos prix sont encadrés. C'est le seul secteur encadré privé libéral où on a un secteur encadré. C'est pas normal, quoi. Voilà, on peut pas continuer comme ça. Merci beaucoup. Merci Éric Heyer. Vous êtes venu de loin pour nous. Merci.